Merci Paul et merci à vous toutes et tous, d'abord à celles et ceux qui organisent ça de façon bénévole, et puis à ceux qui viennent et qui prennent du temps lundi soir pour réfléchir. On règle la lumière. Oui, mais ça gêne quand même. Voilà. Alors on est là aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur la question de la décroissance, qui est un sujet difficile et qui est un sujet complexe. Et avant de commencer à rentrer doucement dans le sujet, je voudrais faire quatre petits points préliminaires. Pour vous dire d'abord que la décroissance, ça concerne, et ce dont je vais vous parler, ça concerne les pays riches. Et ça concerne ce qu'on appelle le Nord global. Alors ça peut intégrer les riches des pays du Sud. Et ça concerne d'abord les riches des pays riches aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est plein dans la salle à en faire partie. Voilà. L'économiste Lucas Chancel avait fait des calculs pour l'année 2019 et avait dit les 10% les plus riches de la planète sont ceux qui gagnent plus de 3 178 € de revenus, salaire ou revenu du capital, avant impôt. Avant imposition. Alors peut-être qu'on est plusieurs à en faire partie ici, en tout cas moi c'est le cas. Pas de beaucoup, mais c'est le cas. Et ces mêmes personnes sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Deuxième point, je vais vous parler de la décroissance, et ce n'est pas l'inverse de la croissance. Ça s'appelle la récession, et justement, il va falloir que je prenne du temps à expliquer ce que c'est que la croissance, la récession et la décroissance. Et je vais prendre le plus de temps dans cette intervention sur la critique de ce qu'on appelle la croissance verte, de laquelle découle la nécessité de la décroissance que je vais vous développer. Le troisième point, c'est vous dire que la décroissance, ce n'est pas une fin finale, c'est pas le bout de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on doit faire ici et maintenant, c'est ce que donc le philosophe John Dewey appelait une fin en vue. Hein, on ne cherche pas la cité idéale dans 300 ans. Qu'est-ce que nous, citoyens, nous, organisations, nous, syndicats, nous, coopératives, nous, associations populaires du Pays d'Aix, on va viser? C'est la décroissance pour ici et maintenant. Et quatrièmement, puisque ce n'est pas une fin finale, ça veut dire que ça va s'arrêter. Hein. Il ne s'agit pas de faire de la décroissance jusqu'à rien. Ça n'a pas de sens, évidemment. Et le dernier point, c'est que la décroissance, ce n'est pas une chose, il n'y a pas une théorie de la décroissance, il n'y a pas un courant de la décroissance, c'est une kyrielle, une multitude de voix, de théoriciens, de doctrines qui ont émergé ces 5, ces 10, ces 30, ces 50 dernières années, puis même avant, parfois. Et donc, malheureusement, ce n'est pas non plus une solution clé en main à tous les problèmes. On n'a pas des réponses à tous les problèmes, et ça va être très décevant, ce que je vais vous dire. Je ne connais pas les réponses aux questions que vous allez apporter en deuxième partie après l'intervention, en tout cas pas toutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la décroissance, il y a un élément démocratique qui est important, et il y a une croyance, au bon sens du terme, que les solutions, elles s'inventent collectivement dans des situations concrètes, dans des situations problématiques localisées, et qu'on détient chacune des bouts de solutions. Donc, moi, je vais me contenter de vous dire ce que les gens disent à propos de la décroissance, un peu, pas tout,
loin de là, et essayer de cadrer l'idée de la décroissance en disant ce que sont ses principes et propositions. Alors, deuxième introduction, je voudrais vous parler du 8 mai, parce que c'était la semaine dernière, et que c'est bien de parler de la semaine dernière. Le 8 mai, il s'est passé un truc important, vous le savez. C'est pas que la flamme olympique est arrivée à Marseille et qu'il y a eu un concert sur la mer sponsorisé par Coca-Cola, premier producteur de plastique au monde, qui donc va dans la mer. C'est pas ça. C'est que il y a eu une augmentation relevée par des scientifiques américains qui sont à Hawaï de 4,7 parties par million de concentration de molécules de CO2 dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente. Je vais vous expliquer. On mesure les gaz à effet de serre que les humains émettent dans une unité qui est le nombre de parties par million dans l'atmosphère. Elles sont passées de 280 à 427 et quelques, ça c'est l'autre mauvaise nouvelle, en 150 ans, pour faire vite. Et en une année, on a eu l'accélération, l'augmentation de cette concentration la plus importante qu'on ait pu mesurer, depuis qu'on peut mesurer, bien sûr, mais en fait, depuis des milliers d'années. C'est ce 8 mai qu'on a eu donc ce résultat-là, et ce n'est pas une super nouvelle pour l'humanité. Des millions d'années, hein, je vous ai dit des milliers, ce sont des millions d'années qu'on n'avait pas vu une concentration telle. Le 8 mai, le journal The Guardian a publié une étude qu'ils ont faite auprès de plus de 300 auteurs du GIEC. Alors, le GIEC, c'est cette organisation internationale qui a pour charge, au nom des États, de faire l'état des connaissances scientifiques sur les évolutions du climat. Leur job, c'est pas de dire vous devez faire ceci ou cela, c'est de prendre une photo en 3 parties des publications qui ont été faites sur ces thèmes-là pendant 3, 4, 5, 6 ans, et d'en faire une synthèse. Et donc, donc ce sont des chercheurs de très haut niveau. Hein, c'est ça que je veux vous dire. Et donc, on a interrogé ces chercheurs et on leur dit, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en termes d'évolution des températures d'ici 2100 2100. D'ici quelle année ? 2100. Et là, on leur demande de sortir de leur rôle objectif de scientifique et on parle aux êtres humains à qui on dit, en fait, compte tenu de ce que tu sais, toi, de ce que tu vois, en termes de politique publique, comme citoyen, qu'est-ce que tu penses ? Ils disent pour 77% d'entre eux que le réchauffement climatique atteindra ou dépassera 2,5 degrés de plus donc, par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ère pré-industrielle, c'est 1850-1900, donc 2,5 de plus. Là, on est en moyenne à 1,2 officiellement. En réalité, c'est compliqué. L'année dernière, à 1,47. 46, 47. Et là, ils disent, au plus de 2 tiers d'entre eux, on sera au moins à 2,5 degrés. 2,5 degrés, c'est considérable en termes de conséquences. C'est pas qu'il fait 2,5 degrés de plus comme il le fait aujourd'hui dans la salle parce qu'on a allumé les projecteurs. C'est de l'élévation du niveau des mers, c'est bien sûr du réchauffement climatique dur, c'est des sécheresses, c'est la fonte des glaciers, des calottes glaciaires, c'est l'acidification des océans. Donc ce sont des incendies avec des probabilités renforcées, c'est des sécheresses qui empêchent les arbres de pousser, c'est des changements, l'extinction d'un certain nombre d'espèces qui ne survivent pas, etc., etc. Je peux arrêter là pour ne pas
être trop dramatique, mais enfin, c'est pas chouette. On peut vivre, hein, mais c'est pas chouette. Pas tout le monde, par contre, parce que il y a des pays qui seront techniquement soit sous l'eau, des petites îles, ou des zones dans le monde où il faudra se déplacer. Presque la moitié d'entre eux pensent que le réchauffement climatique atteindra 3 degrés. Dans le panel, ce qui est intéressant de voir, c'est que les femmes et les jeunes sont les plus pessimistes. Là, on peut refaire de la sociologie, c'est-à-dire qu'on revient dans un domaine qui n'est pas le mien. Ces opinions, elles ne sont pas distribuées de façon aléatoire quand on parle aux citoyens scientifiques. L'un d'eux dit la réponse du monde à ce jour est répréhensible, pour le moins. Nous vivons à l'ère des imbéciles. Full. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils sachent exactement ce que ça veut dire full, mais ça vient du latin folis, F-O-2-L-I-S, qui est un soufflet pour le feu. Donc, effectivement, nous vivons à l'ère du soufflet pour le feu, où on continue de faire brûler le monde. Alors, je voudrais vous donner d'abord des caractéristiques rapides, parce qu'il faut passer par là pour comprendre la décroissance, de la situation biophysique de la Terre. Et je vous dirai ensuite ce que le mot décroissance recouvre en termes de réalité sociologique et de pratiques sociales. Dans un troisième temps, je vous parlerai de croissance verte, et dans un quatrième temps, je vous parlerai de la décroissance sur ses principes. Ok ? Très rapidement, je vous ai dit la température de l'air a augmenté déjà de 1,46 en 2023. En 2024, on est quelques dixièmes de degrés au-dessus de 2023. On vient de battre pour le 11e mois consécutif le mois le plus chaud jamais enregistré. Truc jamais vu. Le 9 mai, il a fait 51 degrés au Mexique. La température de l'eau est 0,3 degrés supérieure à celle de l'année dernière, qui était en record. Parmi les scientifiques qui travaillent dans les sciences du climat, on se pose la question de savoir si la situation qu'on observe depuis un an, elle rentre ou pas dans les modèles. Les scientifiques sont divisés là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle accélération du changement climatique ? Peut-être des explications, des parties du phénomène sont expliquées assez bien. Il y a un phénomène naturel qui s'appelle El Niño, donc qui est cyclique. Le contraire, c'est El Niña. Bon, ok. Là, on était en plein dedans. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on assiste à une baisse des émissions de particules fines dans l'atmosphère parce qu'on mène des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, et surtout en Chine, qui empoisonne la vie des gens. Et aussi, il y a une norme sur le transport des marchandises qui a eu des effets sur la restriction des émissions de ces particules. Or, elles jouent un rôle, on appelle de forçage radiatif négatif. En clair, ça veut dire qu'elles empêchent, elles freinent un peu le changement climatique, le réchauffement climatique, comme le font les émissions d'un volcan. Quand un volcan est en éruption, il abaisse très légèrement la température de l'atmosphère pendant, selon le volcan et sa taille, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et on a pu rapporter dans l'histoire des épisodes de famine de la population dus à des éruptions volcaniques, moins de soleil, moins d'aliments qui poussent et des mouvements sociaux. Donc ce n'est pas un phénomène récent, mais là il se passe quelque chose de particulier, c'est que ce forçage radiatif négatif, qui est quand même assez important, peut-être qu'il est responsable de ça. Mais peut-être pas, peut-être que ce n'est pas lui seul en tout cas. On ne comprend pas ce que font très bien les molécules de méthane, qui sont plus importantes que ce qu'on croyait dans l'atmosphère, on ne sait pas très bien. Je veux dire par là que, si vous croisez des copains climato-sceptiques, c'est le contraire la vérité. C'est-à-dire que ce que livre un rapport du GIEC, c'est du dur. C'est quelque chose qui a été critiqué, validé,
et qui est toujours sur des hypothèses basses par rapport aux observations. Hein. Il y a des révisions récentes, pas simplement que les humains continuent à émettre des gaz à effet de serre, c'est que aussi on affine la plupart du temps les modèles et toujours dans le mauvais sens. Bon, allez, j'arrête là-dessus. Juste vous dire que l'Observatoire des forêts françaises a montré que la capture de CO2 par les arbres a diminué sensiblement depuis une dizaine d'années. Donc l'efficacité des puits forestiers diminue du fait du changement climatique, mais pas seulement. Un peu de prélèvement, de la monoculture qui rend les forêts beaucoup plus sensibles aux incendies et les écosystèmes beaucoup moins résilients. Les arbres ont du mal à pousser, meurent plus rapidement, etc., etc. En tout cas, il y a un vrai sujet là-dessus. Et planter des arbres n'est donc pas la solution la plus facile, d'autant que ça met quand même quelques dizaines d'années à pousser pour compenser des émissions. Il ne faut pas se mettre ça en tête. De la même façon qu'il y a un sujet sur les océans qui captent à peu près 30% du CO2, des émissions anthropiques, et dont on observe qu'il y a de plus en plus un changement, d'abord un réchauffement et une élévation des températures, mais que les océans sont de plus en plus acides. Et être de plus en plus acide, ça veut dire que ça affaiblit la biodiversité marine et que ça va poser des problèmes non seulement d'alimentation pour les êtres humains, mais pour les autres animaux, mais aussi de capture du CO2. Enfin, donc voilà le tableau dans lequel nous sommes. L'ère des imbéciles. Dit le monsieur, nous sommes bien à l'ère des imbéciles. On la connaît, cette ère des imbéciles, en théorie, du moins on pouvait la connaître dans les années 50. Je vous passe les détails bibliographiques. Des auteurs avaient, on appelait ça la théorie du changement climatique avec le dioxyde de carbone. Dans les années 30, ça avait été déjà mesuré sur 200 stations météo. À la fin du 19e siècle, il y avait déjà les premières hypothèses sérieuses sur le sujet. C'est un chercheur suédois qui s'appelait Svante Arrhenius qui en avait parlé de façon assez claire. Donc on ne découvre pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et comment on l'appelle d'abord cette ère des imbéciles ? Vous savez, on l'appelle de plein de noms, parce qu'il faut trouver vite des noms, et que les êtres humains reprennent le pouvoir sur la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Un des noms, c'est Anthropocène. Je crois que vous avez dans le lexique l'abécédaire critique, ça s'appelle. L'abécédaire critique, la définition et la critique du concept. Moi, je suis un peu moins critique que vous sur ce concept. Je suis allé chercher les mots qui m'intéressaient pour la conférence. Parce que c'est bien quand on se met en large surplomb sur quelques millénaires, en fait, on est quand même une espèce animale. Et c'est bien cette espèce animale qui a causé un trouble tout à fait hors norme. C'est l'historien Dipesh Chakrabarty, historien indien, qui est venu en défense de ce sujet d'anthropocène et de ce mot d'anthropocène pour dire, il y a quand même, facile de dire c'est les autres, etc. Vous voyez, c'est un peu nous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux revenus. Il y a ce mot-là. Il y a le mot capitalocène qui est rentré vite aussi, qui a été porté depuis la fin des années 2000 par 3-4 auteurs. Et l'idée, c'est de dire, en fait, on est dans un système d'accumulation du capital et que le système d'accumulation du capital est structurellement incompatible avec une planète finie. On ne peut pas avoir une accumulation infinie dans une planète finie. Donc, c'est la critique du capitalisme. Donc, c'est Andreas Malm, Donna Haraway, je donne des noms, Jason Moore, mais il y a des Français qui s'y sont mis, Frédéric Lordon, etc. Il y a de l'intérêt, elle a de l'intérêt, cette notion de capitalocène, pour comprendre des choses. Pour moi, elle n'est pas opératoire, c'est-à-dire que, so what qu'est-ce qu'on fait? On sort du capitalisme. Ah, mais comment? Voilà. Mais en termes de grille de lecture, je la trouve intéressante. J'ai proposé, moi, le terme de corporocène, en suggérant que c'était les corporations, les grandes entreprises multinationales, qu'il fallait d'abord regarder,
D'un point de vue opératoire, c'est-à-dire que c'est une lecture de l'Anthropocène, c'est pas une lecture contre, enfin, c'est pas un mot substitutif à Anthropocène, mais c'est une interprétation. J'ai vu Organocène apparaître ce week-end dans Le Monde par des chercheurs en sciences de gestion, c'est un peu la même idée. Tout se passe en tout cas comme si on n'avait pas fini de comprendre qu'on habite dans une sphère finie et pas dans un monde infini. Et il y a un économiste américain, pas du tout américain, je crois qu'il est anglais d'ailleurs, qui s'appelle Ken Boulding, qui disait en 1966, en fait, on est encore dans une cowboy economy, c'est-à-dire une économie du cowboy, la conquête de l'Ouest, enfin, c'est tout droit, il faut y aller, on prend des terres, on arrache, on fait des trous, on sort des trucs, c'est à nous, on met des barrières, on construit, on avance, etc. Et on a développé dans cet imaginaire d'un monde plat et pas fermé une économie qui continue d'avancer en oubliant que la Terre est ronde, en gros. Et donc cette ère des imbéciles, c'est bien celle de la cowboy economy, je pense, pour moi, c'est-à-dire de la croissance. C'est la même chose, de la croissance éternelle. Donc c'est la même chose. Ok. La croissance, c'est quoi? C'est la croissance du PIB. Je vais essayer de ne pas vous embêter avec des notions techniques, mais pas dire des contre-vérités non plus. Le PIB, c'est trois choses. C'est la somme des valeurs ajoutées d'une économie, c'est-à-dire quand vous payez n'importe quoi, vous payez la TVA. Ah ouais, hein. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qu'on vend moins ce qu'on a acheté, pour faire simple. D'accord ? Donc une entreprise, elle achète de l'électricité, de la farine, de je sais pas quoi, de l'eau, si c'est une boulangerie, du sel, tout ça. Elle vend ses baguettes de pain. Elle fait entre-temps, entre les deux, une valeur ajoutée qui constitue la raison d'être du métier. Et c'est la somme de ces valeurs ajoutées, pour ne pas compter deux fois dans l'économie tous les trucs, hein, qui constitue, pour aller vite, le PIB. Ah, exactement ça, il y a une petite précision, mais en gros c'est ça. Première façon de compter. Deuxième, puisque les entreprises vendent, elles vendent à des gens, c'est la somme des consommations finales. D'accord ? Dans un pays, dans une année, dans un trimestre en général, ou une année. Troisième manière de calculer le PIB, c'est la somme des revenus du travail ou du capital qui circulent sur une année. Donc on a dans la comptabilité nationale des tableaux qui permettent de faire coïncider à la fin la production, c'est la somme des valeurs ajoutées, la consommation finale, et la somme des revenus, des flux monétaires. Bon, c'est pas très intéressant de vous dire ça. Je vais passer sur les critiques très nombreuses qui ont été faites du PIB. Mais vous allez en avoir juste un tout petit aperçu rapidement. D'abord, PIB, c'est du flux. Hein, je vais vous rappeler, c'est des flux, c'est des trucs qui circulent. C'est pas du stock. Ça dit pas notre patrimoine. Ça dit juste la vitesse à laquelle, dans une année, il y a des choses qui circulent. Okay, donc ça, c'est le premier point. PIB, c'est monétaire. Donc il y a une mauvaise blague d'économiste, misogyne en plus, qui dit, en fait, si moi, j'épouse ma femme de ménage, l'économie, elle baisse en PIB. Parce que ce qui était un service marchand avant, que je payais, monétaire, est devenu maintenant un truc de travail domestique des femmes. Et là, je viens de vous dire un autre truc en même temps. C'est pour ça que je vous dis ça. Je viens de vous dire un autre truc en même temps, c'est que le travail domestique ne fait pas partie du PIB, ce qui est évident. À de toutes petites exceptions près qui sont elles-mêmes genrées. Donc les Gender Studies travaillent beaucoup sur cette question du PIB pour montrer comment le travail qui est typé féminin n'a pas été normé dans le PIB et le travail plutôt de mecs, on a essayé de trouver des variables proxy, combien de choses on achète à Brico Dépôt, à Castorama pour, par exemple, travailler sur évaluer l'autoproduction. Bon, c'est tout à fait passionnant. Si on augmente l'indice de la fonction publique, on augmente le PIB. Alors moi, je veux bien, je veux même beaucoup bien,
Hein, parce que, en fait, on va augmenter le coût de production des services publics. Et comme les services publics, on ne sait pas les évaluer en dehors de leur coût de production, ça n'a pas de prix véritablement, c'est pour ça que c'est le service public, on le fait rentrer dans le PIB avec des coûts de production. Vous voyez, c'est un amalgame de trucs. Donc on sait, bon, ça a augmenté, ça descend, très bien. Évidemment, la consommation de tabac, d'alcool, etc., c'est positif pour le PIB. Les inégalités, ça n'existe pas. Les accidents de la route en tant que tels, oui, mais je conteste jusqu'au bout le truc. Il y a quand même... bon, ça c'est un débat plus technique, mais en gros, l'idée c'est ça. Et Kuznets, son fondateur, disait en 1934 devant le Congrès américain qui lui avait dit tu pourrais nous faire un truc pour mesurer un peu l'évolution de l'économie, parce que la crise de 29, ça s'est pas très bien passé, on n'a pas d'outils de pilotage, on a besoin de ça. Il disait bon, voilà, c'est imparfait, voilà toutes les questions qu'on s'est posées, il y a des choses qui sont d'ailleurs dures à mesurer, donc on va plutôt pas les mesurer. Et le PIB d'une nation, le bien-être d'une nation peut difficilement être déduit d'une mesure du revenu national, phrase que vous trouverez aussi dans le glossaire critique sur... donc dans ce cadre-là, écologique et économique, j'avance pour parler de décroissance. La décroissance, en termes de pratiques sociales, ça renvoie à trois trucs, trois groupes, plutôt trois séries de groupes sociaux. Ça renvoie d'abord à des pratiques volontaires de citoyens, que l'on dit décroissants. Donc le retour à la terre, le mouvement de ce qu'on appelle la simplicité volontaire. J'y range moi aussi le mouvement des villes en transition qui a démarré en Grande-Bretagne à Totnes en 2007 à l'initiative de Rob Hopkins, dont l'objectif explicite c'est de se départir du pétrole et de baisser les flux de matière et d'énergie. Donc voilà. Ce sont des personnes qui veulent se tenir à l'écart du consumérisme, du productivisme, qui en ont fait la critique. Et ça, c'est pas tout à fait récent. En fait, c'est pas du tout récent. Beaucoup l'ont fait pour des raisons qui ne sont pas uniquement ou principalement écologiques. On peut critiquer le monde dans lequel on est. Et depuis 50 ans, les sociologues ne se sont pas privés de le faire sans être focalisés sur la question écologique. Et je suis en train de parcourir un livre que je trouve passionnant, mais je ne peux pas vous en faire un résumé parce que je ne l'ai pas encore lu vraiment, qui s'appelle « La subsistance au quotidien » d'une sociologue qui s'appelle Geneviève Pruvot, sous-titré « Compter » avec un compte, C-O-N-T-E-R, « Compter ce qui compte », où elle fait une ethnographie. Après, elle a passé 10 ans dans des lieux dits alternatifs, elle fait une ethnographie de pratiques d'un couple de personnes et des multiples réseaux. C'est un travail remarquable que je vous invite à lire. Deuxième groupe, en fait, c'est la question de la décroissance comme projet politique. La décroissance, c'est ça aussi. Dans un texte de 2009, Serge Latouche, qui est un des grands auteurs de la décroissance, disait d'ailleurs que c'est un projet politique de gauche. Et pour lui, c'est à la fois une évidence et un paradoxe. Une évidence parce que on va retrouver derrière la décroissance la critique du capitalisme, du libéralisme, du productivisme, de la société de consommation et de ce que vous voulez. Mais c'est un paradoxe parce que pour une pensée de gauche, la décroissance, c'est pas facile à avaler. Parce que tout l'imaginaire du discours politique à gauche ces dernières décennies, pour ne pas dire davantage, a été un imaginaire croissantiste où on allait se répartir les fruits de la croissance et mieux partager pour tout le monde la richesse. Et donc ça pose forcément une question, on le sent, qui n'est pas facile à traiter. Quand on regarde le paysage politique actuel de 2024 en France, y compris à gauche, quelle que soit la conception, on fait confiance à ceux qui disent je suis de gauche, on prend tout le monde,
LFI, c'était 2 et quelques pourcents de croissance aux dernières élections en modélisation du programme. Europe Écologie Les Verts n'en était pas à faire une modélisation économique, mais refusait de se prononcer pour la décroissance en disant c'est pas notre sujet. Voilà. Le PS, n'en parlons pas. Enfin, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est pas facile. Il y a un parti. Je vous dis très honnêtement, j'ai pris une carte dans ce parti-là qui s'appelle Génération Écologie. Il y a un parti qui c'est le parti de la décroissance. Bon, on n'est pas très 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 nombreux. Ça reste calme. Et puis, il y a des gens qui, à bon droit, disent quand même que la décroissance, ça sent bon un peu la naphtaline. Dans certains des discours des promoteurs de la décroissance, qui a une forme de conservatisme, de retour à la terre, un environnement qui n'est pas forcément toujours très sain. C'est pour ça que je vous dis, il y a des décroissances, et pas un mouvement de la décroissance et un seul. Et puis, il y a la décroissance comme le terme qui est le plus souvent utilisé pour disqualifier l'adversaire. Hein, voilà. Pas comment vous avez fait pour être là, quoi, ce soir. Quand on ouvre un réseau social, quand on a décroissance, on regarde le hashtag, c'est la nouvelle insulte à la mode, quoi. Vous êtes décroissant. Et en fait, c'est des gens qui sont croissants qui disent à d'autres gens croissants qu'ils sont décroissants. Enfin, c'est un truc. Alors pourquoi utiliser ce mot ? D'abord parce que c'est devenu aussi, et c'est un troisième groupe social, un sujet académique, un sujet de recherche, c'est un sujet de travail, c'est un sujet de publication dans les revues à comité de lecture. Il y en a 2 qui sont dédiés dorénavant et qui ne publient que des papiers sur la décroissance. Il y a un grand journal en économie qui s'appelle Ecological Economics qui a publié beaucoup d'articles sur la décroissance, mais maintenant Nature, Science, etc. publie des articles sur la question de la décroissance. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça préoccupe quand même beaucoup, pas simplement les économistes, bien sûr, quelques économistes, mais j'ai noté, je ne sais plus où je l'ai écrit, voilà, il y a une contribution du droit à l'instauration d'un monde décroissant, Montréal, 9-10 octobre 2024. C'est un colloque qui aura lieu à l'automne prochain, qui publie son appel à publication. Donc c'est un champ de recherche tout à fait dynamique, très prolifique, où les gens ne sont pas d'accord, hein, où il y a de la donnée, où on conteste la donnée, où les gens se répondent, enfin c'est un champ de recherche, quoi. Voilà. Pouvez-vous nous redonner les noms de journaux pour qu'on puisse les noter ? Je vous invite, alors je vous proposerai à la fin de la conférence, en question-réponse, je vous donnerai ça. D'accord ? Parce que ceux-là, ils sont un peu durs à lire, donc je donnerai d'autres trucs plus... la décroissance, pourquoi on utilise ce mot encore ? D'abord parce que c'est le mot qui est le seul qu'on ne récupère pas. Quand on veut parler de l'abîme socio-écologique du monde dans lequel on est, il y a un politiste qui s'appelle Paul Ariès qui a dit que la décroissance était un mot obus. Je crois que c'est une bonne formule. Ça dit explicitement, ouvertement, frontalement la nécessité de la diminution de la production et de la consommation dans les économies riches. Et enfin, la décroissance, ça dit aussi la décroyance, c'est-à-dire la nécessité, non pas simplement de décroître en volume, mais de changer le regard sur les structures, les institutions, la culture, les mentalités, les normes, les lois, les pratiques sociales, les imaginaires, etc., etc., donc décroître, c'est décroire, c'est aller ailleurs. 3 raisons pour lesquelles le mot décroissance reste employé. Alors, sans répondre, je vous dis aussi des noms comme ça, vite fait. Un que vous avez entendu, ce qui m'a été cité 3-4 fois depuis que je suis arrivé, c'est Timothée Paric, qui en effet a vendu un best-seller, Ralentir ou Périr en 2002, plus de 40 000 exemplaires vendus. Aux dernières nouvelles, pour un livre de sciences sociales, croyez-moi, c'est un tube. Il y a un Que sais-je de Serge Latouche qui est intéressant. Il y a un livre de Tim Jackson qui s'appelle Prospérité sans croissance,
presque la même idée, mais pas vraiment la même, qui a été retraduit récemment de façon intéressante. J'ai lu un ouvrage, je vous donnerai, on prendra le temps, mais je vous dis quand même qu'il y a de la publication là-dessus, c'est l'idée que je suis en train de développer. Cédric Durand et Ramzik Koyshoyan ont fait un bouquin sur les besoins l'année dernière. Ont publié Comment bifurquer les principes de la planification écologique, et c'est une mise en œuvre des principes de la décroissance tels qu'il les propose. Des ouvrages d'Agnès Sinaï, parce qu'il n'y a pas que des hommes quand même, mais pas loin, et puis des revues, etc. etc. Donc, c'est un monde qui existe avec ses ancêtres, qui ont parfois 30 ou 40 ans, qui ne sont pas très vieux. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont publié à 30 ou 40 ans. Ils sont un peu plus vieux que ça. André Gors, Serge Latouche, Bernard Charbonneau, Ivan Illich, Nicolas Georgescu-Roegen. L'école de Barcelone, ça c'est très internationalisé, la recherche. Bref, voilà. Je passe à ma troisième partie sur l'idéologie de la croissance verte. Et vous dire pourquoi elle est dangereuse. Alors d'abord, la croissance verte, c'est quoi? C'est l'idée que l'innovation technologique, c'est la solution. Oui. L'innovation technologique, c'est la solution. Je peux le répéter souvent parce que c'est le seul principe de la croissance verte. L'innovation technologique, c'est la solution. Les vaches émettent du méthane. Un problème. Alors si on veut manger les vaches, eh bien, on va faire de la viande cultivée. Et si on veut boire du lait quand même, eh ben, on va nourrir les vaches de telle façon qu'elles ne rôtent plus sales et pour qu'elles se mettent à rôter propre. Là, vous riez, en fait, c'est deux innovations qui sont en cours de déploiement. Mais je comprends, hein, le capitalisme est drôle. Les agriculteurs là sont assez hostiles à l'idée qu'on appelle viande cultivée de la viande, donc il y a une bataille au niveau des normes européennes là-dessus. Et puis il y a une boîte qui expérimente en ce moment le nitrate 3-hydroxypropyl qui va diminuer de 30 à 45% les émissions de méthane si les vaches en mangent suffisamment tous les jours. Le problème, c'est que c'est cher. Ça renchérit de 9 000 € par vache le coût de son alimentation, donc il n'y a pas encore le business model derrière. Et la presse canadienne s'en inquiète, parce que c'est là que j'ai trouvé l'information. C'est vache. Donc la croissance verte, plus profondément, moi je considère que c'est une idéologie. Et quand je parle d'idéologie... C'est un nouveau business. La vache, oui. Mais la croissance verte, c'est pas un nouveau business, c'est une idéologie. Et quand je parle d'idéologie, je veux dire que c'est pas un terme péjoratif dans ma bouche. C'est un type de représentation du monde. Et pour moi, la décroissance, c'est une idéologie aussi. Je la propose, je la présente, et c'est ma proposition, c'est de considérer que ce n'est pas une utopie, comme elle est souvent proposée par beaucoup d'auteurs que je vous ai cités, mais une idéologie. Et plus précisément, la croissance verte, comme la décroissance, ce sont des idéologies géosociales. C'est-à-dire que ce sont des idéologies d'un type nouveau. Les idéologies classiques, c'était des idéologies sociales, comme le libéralisme, le socialisme et d'autres, qui avaient pour but d'organiser a priori la relation du couple homme-société dans une grille de lecture amont. Hein, quand je regarde un problème, que je suis libéral, c'est d'abord des individus que je vais regarder, qui sont composés des actions, et dont le résultat émergent de leurs actions a produit le phénomène social donné. Et puis éventuellement, ces individus étaient rationnels, et éventuellement, etc. etc. Dans l'autre sens, on va regarder les institutions, les structures, les mécanismes lourds, un peu plus gros,
qui font que les personnes se comportent de telle ou telle façon. Bon. Là, on est dans un... Tout ça ne disparaît pas avec les nouveaux débats, mais on y rajoute une dimension qui est la Terre. C'est-à-dire qu'on va articuler une relation homme-société à une conception de la Terre. Je ne sais pas le dire autrement, parce que si je le disais autrement, je rentrerais déjà dans des points de vue des uns ou des autres. Et une idéologie géosociale, donc c'est un halo qui est indissociablement cognitif, symbolique, normatif, émotionnel aussi. Et donc, si j'en parle à propos de la croissance verte, c'est pour dire que ça va bien au-delà des débats techniques sur le PIB auxquels je ne me suis pas arrêté tout à l'heure. Il me semble qu'elle est caractérisée par deux principes, plus sérieusement que ce que je l'ai dit tout à l'heure, et 5 propositions. Je vous les énonce rapidement, je prends un peu de temps après pour les expliquer. Premier principe, simple, plus est toujours possible. Deuxième principe, très simple, plus est toujours mieux. Fin de l'histoire de la croissance verte. Pas vraiment, mais c'est l'essentiel. Plus est toujours possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disponibilité matérielle de la nature est infinie, première proposition. Et ça veut dire que l'ingéniosité technique est illimitée. C'est ce couple de propositions-là qui font que plus est toujours possible. Plus est toujours mieux, ça veut dire qu'un état progressif de la société est toujours désirable. Ça veut dire que la croissance dessert l'étau de la rareté pour les pauvres. Je parle dans un langage qui est celui des économistes à dessein. Et ça veut dire enfin que seule la croissance, et ça c'est vraiment le petit coup de génie de la croissance verte, le petit truc qui est arrivé ces dernières années, ces dernières décennies, seule la croissance est capable d'autocorrection. Ça, c'était une propriété qu'on attribuait jadis au marché, s'autocorriger, et que l'on attribue maintenant à la croissance. Je vais vous expliquer tout ça. Donc mon programme maintenant, c'est vous dire des propositions, expliquer les propositions. Je fais ça avec la croissance et je fais ça avec la décroissance. Ok? Je finis là-dessus. Des propositions, la disponibilité matérielle de la nature est infinie et l'ingéniosité technique est illimitée. Je vous le présente après. Je commence d'abord par un état progressif de la société toujours désirable, juste pour comprendre ce que ça veut dire. Je ne vous lis pas la longue citation, mais c'est du Adam Smith dans le texte, 1776. Donc ça remonte à très loin, hein, c'est les fondements de l'économie politique. L'idée que ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de dynamique. Comme s'il y a, c'est une métaphysique, hein, c'est ni plus ni moins, quasi religieux même, hein, c'est de dire, en fait, quand ça augmente, quand ça croît, eh ben, c'est conforme à la nature. Conforme à la nature, parce que la nature a pour caractéristique, semble-t-il, la croissance. Vrai? Moi, j'ai plus trop l'impression de croître depuis quelques années, plutôt l'impression contraire, déjà. Le ralentissement, le dépérissement, évidemment, la mort, etc., fait partie du cycle de la nature. Donc, mais cette métaphysique est très, très ancrée. Bon, toutes les institutions, pour faire simple, passent par des phases de croissance et de décroissance. Je m'arrête là. Deuxième proposition, la croissance dessert l'étau de la rareté pour les pauvres. Bah, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Bon, on voit qu'il y a un problème, quoi. Enfin, on voit qu'il y a un problème manifeste, mais il faut plus de croissance pour donner plus à manger à ces pauvres. Ouais. Donc, bon, 800 millions, c'est le nombre d'êtres humains à la fin du XVIIIe siècle. Pour vous donner un aperçu du progrès de l'espèce humaine sur 2 siècles et demi. Donc, on le disait tout à l'heure, oui, en ratio, c'est 1/10, mais en nombre absolu, il y a autant de personnes qui ont faim aujourd'hui qu'il y avait de personnes tout court à la fin du XVIIIe siècle. Allez, ça se discute quand même.
Bon, mais on ne conteste pas que ce soit un problème pour la décroissance quand même ce sujet, parce que faut un peu des biens, il faut un peu d'argent pour tout le monde, et en effet, pour les pays pauvres, il y a un sujet aujourd'hui, ici et maintenant, et pour les personnes qui font la queue pour chercher à manger à Aix-en-Provence, aussi il y a un sujet. Mais peut-être que la solution, elle est en dehors de la croissance. Troisième proposition, je vous ai dit, ça c'est le petit truc génial. Seule la croissance est capable d'autocorrection. Donc là, c'est le pivot de la croissance comme objet, je vais dire un gros mot philosophique, autotélique, hein, qui est son propre objectif. Un truc, maintenant, qui tourne en boucle. La croissance, c'est super comme moyen, quand on est au début du XVIIIe siècle, pour organiser un peu de prospérité collective. Pas de problème. Là, on est au début du XXIe siècle, et il faut toujours plus de croissance pour réparer les dégâts de la croissance. C'est ça le sujet maintenant. Pourquoi? Alors, je rentre dans on fait un peu d'économie. Parce que j'en ai pas fait jusqu'à présent, en fait. Hein. Non. On appelle courbe de Kuznets environnementale, le Kuznets, le même que tout à l'heure, qui avait inventé le PIB. L'idée que, en fait, c'est un truc comme ça. Très simple. Au début, la croissance, quand ça monte, ben, ça pollue beaucoup. Mais quand on continue la croissance, ça pollue de moins en moins, et après, ça pollue plus. Donc, évidemment, quand on est là, on se dit, ouh, il faut aller en marche arrière. Les décroissants, vous n'avez rien compris. Il faut aller de l'avant. Oui, pardon. Les décroissants qui disent, vous voulez aller en marche arrière, vous n'avez rien compris. Il faut aller en avant parce que ça va retomber. Alors, à l'appui de cette idée, il y a des faits quand même. Comme toujours, pas de problème pour l'intelligence, il y a des faits. La qualité des eaux urbaines, des fleuves, s'est nettement améliorée depuis un siècle et demi. La France était complètement déforestée il y a un siècle et demi, elle ne l'est plus. On craignait un trou dans la couche d'ozone il y a 15 ans. Il est en passe de se résorber. Etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels, et je vous ai dit en début, vous voyez, les particules fines, celles qui sont dans l'air et qui causent 40 à 50 000 morts par an en France, ou 30 000, j'en sais rien, mais c'est l'ordre de grandeur, et là, il y en a de moins en moins. On lutte contre ces particules fines. Donc vous voyez, avec plus de croissance, on arrive à, c'est le discours, on arrive à avoir beaucoup moins de problèmes. Bon, il y a un économiste écologique, un philosophe qui disait le contraire à propos de la voiture, Ivan Illich, qui disait, en fait, c'était tout le contraire, c'est que, en fait, quand toutes les institutions, toutes les organisations, toutes les formes sociales ont une utilité au début, puis quand elles sont trop grosses, on arrive à avoir une désutilité. Alors, il prenait le fameux cas de la voiture, super utile sur une petite voiture qui coûtait pas cher pour passer de 0 à 35 km/h, mais évidemment, si on est en 2024 avec un SUV, le nombre d'heures qu'on met à construire la voiture, le nombre d'heures de travail qu'il nous faut pour acheter une voiture, le nombre d'heures de travail qu'il faut pour faire des routes, puis des hôpitaux, on est encore 3000 morts par an, puis d'aller soigner les gens qui ont des problèmes avec les particules fines, et puis le réchauffement des îlots de chaleur urbains, parce qu'en fait on a fait des routes, on a bétonné, puis on a enlevé, etc. On a enlevé les transports collectifs, etc. Et bien, si on calculait tout ça, d'abord, on irait à 6 ou 7 km/h si on ramenait tout ça comme avant, quand on marchait à pied. Alors, pas tout à fait vrai dans les calculs contemporains, mais c'est assez drôle comme idée. Et deux, en termes de coût total, c'est à vérifier. Il y a des débats là-dessus, mais gardons l'idée quand même que plus n'est pas toujours mieux. Autre argument en faveur de la croissance verte autotélique, c'est le mur d'investissement. Ah ben oui, il va falloir décarboner maintenant. On a tout carboné, il va falloir le décarboner. Combien ça coûte? Alors, Jean Pisani-Ferry a évalué le plus sincèrement possible
et avec les meilleures estimations que l'on puisse faire avec Mahfouz, que c'était de l'ordre de 70 milliards d'euros par an pour la France, pendant les prochaines années. Moitié-moitié, privé-public. Il va bien falloir les trouver, ces 70 milliards d'euros par an. Alors il va falloir croître pour trouver de l'argent pour réparer les méfaits de la croissance. Voilà. Et il faut donc financer la transition, etc. etc. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'alternative possible à la croissance et l'œuvrer à la croissance dans ce discours-là. Et que le vrai TINA, il est là. No alternative. Il est là. C'est-à-dire qu'on est complètement coincé. Je ne vous parle pas de nos 55... si, je vous en parle. 55 milliards de coût de la dette, d'intérêt de la dette par an en France. Comment vous voulez financer ça? Par la croissance. Vous voyez? C'est normal. Puis on fait quand même un petit déficit après, donc on est obligé d'emprunter un peu plus. Donc il y a plus d'intérêt de la dette, et donc il y a encore plus de nécessité de financer la croissance. Bon, est-ce que ça se tient d'un point de vue écologique par rapport à la chose la plus importante que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une situation de la Terre qui n'est pas très bonne. Est-ce que ça se tient? On va oublier que le sujet, c'est l'empreinte écologique totale, c'est-à-dire l'eau, l'air, le cycle de l'azote, du phosphore, et tout ce que vous voulez, la biodiversité et le reste. On va oublier. On va faire comme si on était bêtes et qu'on pensait vraiment qu'il n'y a que le problème du CO2 dans la vie. On fait ça. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser nos émissions mondiales de CO2? 4 solutions. 4. Je reprends ici une équation célèbre qui s'appelle l'équation de Kaya. Ce n'est pas une équation d'ailleurs, c'est une identité en mathématiques, c'est-à-dire que c'est juste une autre façon d'écrire une tautologie, c'est-à-dire une chose est égale à une chose, est une chose. Mais ça permet de voir sur quelle touche du piano on peut appuyer. Nos émissions de CO2 équivalents. Je n'ai pas le temps de vous dire des trucs, parce qu'il faut que je choisisse. Bon. CO2 équivalent, c'est une autre histoire super intéressante, mais je ne vous en parle pas. C'est comment on ramène le pouvoir de réchauffement d'un gaz, le méthane et les autres gaz à effet de serre, à celui du CO2. On prend une convention de 100 ans. Pourquoi 100 ans? Pratique. Manque de bol, le méthane, il a une durée de vie beaucoup plus courte, 7, 8, 9, 10 ans. Donc quand on ramène le méthane sur 100 ans, on a l'impression que ce n'est pas très important le méthane. Or, si on le ramène sur du temps court, c'est très 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 important. On n'enclenche pas une politique publique du méthane parce que ce truc-là n'est pas bien compris. Passons. Donc l'ensemble des émissions à effet de serre dépendent de quoi? De la population mondiale. Alors, ce n'est pas une variable tout à fait exogène, mais je propose qu'entre nous, on considère que ce n'est pas une variable endogène non plus, c'est-à-dire qu'on ne se propose pas de sortir avec des mauvaises idées pour faire diminuer la population mondiale. Ok, on peut faire ce pacte-là, ensemble. On reste entre nous, enfin voilà. Donc, là, on va vers 10 milliards. Donc, ça va augmenter. Ok? Après, ça va se stabiliser, disent les démographes. Voilà. Ça baisse plus vite que ce qu'on pensait dans les pays occidentaux, dû probablement aux pollutions, avec une baisse de la fertilité et de la longévité. Et un problème très, très évident de fin des gains d'espérance de vie en bonne santé et des gains de vie tout court. Voilà. Donc la population, on ne sait pas trop comment y toucher. Il n'y a qu'une seule bonne chose à faire là-dessus, c'est de faire le maximum de soutien dans les pays où ce n'est pas encore le cas pour les possibilités de contraception des femmes et de libération des femmes. Et de contraception pour ça. Je dis des femmes parce que dans les pays en question, enfin bon, comme vous voulez, mais je pense qu'on peut y aller par étapes. Mais je comprends la remarque et je la partage. Deuxième solution,
c'est la croissance verte, c'est les 2 et 3 solutions, la deuxième et la troisième solution. On met moins de CO2 dans l'énergie qu'on produit. Bah oui, bien sûr, c'est-à-dire que pour ce que vous voulez, 1 joule, 1 kilowatt, tout ce que vous voulez, une énergie produite, mesurée, il faut moins de CO2 équivalent associé à la production de cette énergie. Ça s'appelle la transition énergétique. Okay, donc on va passer des énergies fossiles. Attendez, on va passer peut-être du charbon au pétrole, des fois on va sauter, du charbon au gaz, du pétrole à je ne sais pas quoi, du truc au gaz. Enfin bon. Et à la fin, on va mettre du photovoltaïque, des éoliens et le nucléaire. Et l'hydrogène, et de toutes les couleurs, etc. Donc très bien. On va faire ça. Et puis, autre variable qu'on a, c'est de dire qu'on met moins d'énergie dans la production d'une unité monétaire. C'est-à-dire pour une richesse donnée, il nous faut moins d'énergie pour la produire. Donc ça s'appelle l'efficacité énergétique. Il ne faut pas confondre avec la décarbonation d'énergie. Donc vous avez la décarbonation d'énergie, moins de CO2 par énergie produite. L'efficacité énergétique, moins d'énergie par produit réalisé. L'un fois l'autre, ça veut dire que pour le même produit, on met moins d'énergie. D'accord ? Et puis il y a une dernière variable, évidemment, là-dedans, c'est le PIB par habitant, hein, la richesse telle qu'elle a été vue, hein, produite divisée par la population. Donc on a 4 touches, la population, le PIB par habitant, l'efficacité énergétique et le taux de décarbonation d'énergie. La croissance verte, elle dit, bon, allez, on va jouer sur 2 touches et les 2 autres, on les laisse augmenter. On veut augmenter le PIB par habitant et on va faire diminuer les 2 autres et ça va suffire pour décarboner l'économie. Alors, ça c'est le pari vrai et technique du truc. Est-ce que ça marche ? Ça veut dire que si ça marche, on observe ce qu'on appelle un découplage entre un PIB qui continue d'augmenter et des émissions de gaz à effet de serre qui, elles, diminuent. Est-ce que ça marche ? Un peu. Ça marche. Ça marche, je vais vous dire combien, mais ça marche. Alors, c'est-à-dire que on voit un découplage absolu, comme on dit, c'est-à-dire un qui monte, l'autre qui descend vraiment, dans une série de pays relativement à leurs émissions nationales. C'est vrai. Qui est assez conséquente maintenant. Hein. La France a fait moins 4,5% d'émissions de gaz à effet de serre sur son territoire l'année dernière, alors qu'elle a quand même un PIB, pas trop, un PIB 0,9. Bon. Donc ça marche. Regardons un peu plus près cette histoire. Quand on regarde, en fait, non pas les émissions nationales, mais l'empreinte territoriale, c'est-à-dire qu'on ajoute aux émissions nationales les émissions importées, ça marche beaucoup moins. Mais beaucoup, beaucoup moins. Je reprends les chiffres du ministère de la Transition écologique, parce que comme ça... Je suis couvert, que j'ai consulté ce week-end. Entre 1995 et fin 2022, donc je ne vous prends pas le 4-5 de 2023, entre 1995 et 2022, l'empreinte carbone de la France a diminué de 7% en 17 ans. Alors, comment vous dire, vu l'urgence et vu le niveau de découplage qu'il faudrait, ça ne suffit pas. C'est quoi le niveau de découplage qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on diminue par 4, 5, entre les deux, nos émissions dans, presque la même période. Soyons maximalistes, disons 25 ans, mais en fait, la réalité, c'est que non. Pour rester sous des températures acceptables. Okay ? Donc, il faudrait à peu près, pendant la même période, diminuer de 80 et quelques pourcents. Là, on a fait du moins 7%. Je
Juste des ordres de grandeur, quoi. Donc oui, ça marche. Quand on dit c'est mieux, mais bravo, c'est mieux, quoi. C'est sûr que c'est mieux. Et d'ailleurs, il faut tout faire pour que ça soit mieux. Le sujet de mon propos n'est pas de dire ralentissons la production d'électricité ou d'énergie en général avec des énergies décarbonées et arrêtons toute forme d'innovation. Je travaille dans une école d'ingénieurs. Arrêtons toute forme d'innovation pour consommer moins d'énergie par unité produite. Jamais de la vie. Je dis ça. La décroissance, des fois, elle est un peu flottante sur ce sujet. Mais il me semble que nous n'avons pas le choix. Il faut appuyer sur toutes les touches du piano sur lesquelles on peut appuyer, sauf la population, c'est-à-dire plus d'énergie décarbonée, plus d'efficacité énergétique et une baisse du PIB par habitant. Dans ce monde-là. Pas vraiment du PIB par habitant d'ailleurs, de la consommation et de la production dans les pays riches. Mais la forme qu'elle prend par le PIB, bon, mais en gros, à la fin, ça fera chuter le PIB. Voilà. 80% de cette énergie dans le monde, elle est aujourd'hui fossile. En 1990, un peu plus de 80% de cette énergie dans le monde était fossile. Les énergies, comme l'a magistralement montré Jean-Baptiste Fressoz récemment, elles ont une fâcheuse tendance à vivre de façon symbiotique, c'est-à-dire qu'elles s'appuient les unes sur les autres et on a besoin de la précédente pour produire celle d'après, plutôt que de se substituer les unes aux autres dans une histoire phasiste de l'énergie. Je ne pense pas que ça soit une loi qui détermine l'histoire du monde, mais enfin, c'est une photo. Voilà. Donc c'est compliqué de désintriquer les énergies. Et la façon la plus facile de les désintriquer, c'est de baisser la demande. Si on baisse la demande, on peut fermer des centrales à charbon. C'est aussi simple que ça. Si on ne baisse pas la demande, enfin bon, on a vu que ça ne marchait pas, quoi. Jamais autant de molécules de CO2 n'ont été expédiées dans l'atmosphère en 2023. Plus 1%, c'est l'ordre de grandeur, même si peut-être que ça ralentit un peu. Il y a des bons signaux. Je vais vous donner la seule bonne nouvelle de la journée, c'est que les banques françaises, telles que l'ont publié une série d'ONG aujourd'hui, ont baissé leurs investissements dans les majors du pétrole et du charbon. La mauvaise nouvelle, c'est que la baisse de la prise de position et du financement par les Européens de ce type d'entreprise est remplacée par des investisseurs américains en particulier. C'est le cas de chez Total. Et donc ça, c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le monde, par contre, à la fin de la fin. Est-ce que... oui, bon, Airbus a des commandes jusqu'en 2065, enfin... pas vrai, en 2033, mais avec des avions qui voleront, eux, avec du kérosène jusqu'en 2070. Enfin, vous voyez le monde dans lequel on vit. Oui, je sais, Paul, je suis en train de te mentir. Plus c'est toujours possible, je n'en ai pas parlé, c'est de l'économie, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure, c'est l'idée en fait que la disponibilité matérielle de la nature est infinie, j'appelle disponibilité de la matière, plein de trucs, les ressources, les sols non pollués, l'eau non polluée, etc. Tout ça, c'est infini. On va trouver. Et puis, il y a un truc génial, c'est aussi l'air pas trop chaud, quoi. C'est une disponibilité infinie de ce truc-là. On va pouvoir le gérer. C'est la partie technique que j'avais prévu de faire, mais que je ne vais pas faire. Mais en gros... les économistes n'ont pas compris que de toute façon, quand je dis les économistes, c'est pas vrai. La plupart des économistes n'ont pas compris que de toute façon, l'évolution du climat va peser très très défavorablement sur le PIB. Voilà. Une publication récente disait un effet propre de 17%, moins 17% dans les 20 prochaines années. C'est beaucoup, hein. Sachant que, quelle que soit notre position par rapport au changement climatique, nos politiques publiques, et même dans le meilleur
scénario 2.6 du GIEC, on a arrêté, on fait tout bien, etc. Blablabla. Les effets ne se ressentent qu'à partir de 2040 et un peu plus en 2050. Ça veut dire que le scénario des 20 prochaines années est à peu près écrit. Ce scénario nous ramène à moins beaucoup de pourcents, on ne sait pas combien en fait, hein, sur la façon de calculer du PIB. Et pour accélérer, le sujet n'est pas pour moi de savoir si on se bat croissance contre décroissance, mais si on se bat dans un vrai débat qui est décroissance versus récession. C'est ça le vrai sujet politique. C'est pas un autre. Je vous dis pas demain. Peut-être après-demain. Peut-être dans 3 ans. Peut-être on y est déjà, je sais pas. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que c'est que la récession? C'est le contraire, pour le coup, de la croissance. Hein. C'est un état de récessif de la société, c'est indésirable. La récession, elle resserre les taux des inégalités. Et la récession, elle aggrave les problèmes causés par la croissance. Et dans ce contexte-là, c'est quoi la décroissance? Enfin. C'est 2 propositions, 2 principes, et pareil, 5 propositions. 2 principes, un simple, moins est urgent. Et une deuxième, c'est qu'autrement est mieux. Moins est urgent parce que la disponibilité de la matière, la disponibilité matérielle de la nature, elle est finie, évidemment. Moins est urgent, et donc il urge de baisser jusqu'à un certain seuil la production et la consommation, puisque le déploiement des innovations techniques est insuffisant. Dans un temps donné, on ne va pas décarboner l'aviation, c'est faux. Autrement et mieux, c'est 3 propositions que peut-être je détaillerai dans la discussion pour ne pas trop mentir, qui est de dire que la décroissance d'abord vise la liberté comme capacité effective à satisfaire les besoins fondamentaux, matériels et immatériels, présents et futurs. Deuxième proposition, la décroissance appelle une forte réduction des inégalités matérielles. Et dernière proposition, vous savez, celle qui correspondait à la croissance verte autotélique. Il faut plus de croissance pour corriger les méfaits de la croissance. Là, on est dans une situation où on dit que seule la décroissance permet, grâce à la planification démocratique, l'adaptation aux dégradations écologiques causées par la croissance. Voilà. Je ne détaille pas ces propositions, ce que j'aurais dû faire, mais je me suis emballé. En fait, on a une grande question, et je terminerai par là. La grande question qu'on a, c'est comment s'en sortir sans sortir. Comment on fait pour s'en sortir en prenant en considération la finitude du monde, mais aussi la réalité des pratiques sociales qui sont là, mais aussi la technosphère, qui est plusieurs fois plus importante que la biosphère, mais aussi les mœurs, les représentations. Comment on fait pour s'en sortir? Qui va very piano. S'en sortir. Donc c'est ça, je pense, le sujet. Cette phrase, elle est d'un poète qui s'appelle Gerasim Luka, qui a destiné à une toute autre destination que celle-là. Et en fait, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais on a des pistes. Hein, quand même. Ce que je sais, c'est que le grand enjeu là-dedans, la condition de possibilité, c'est la démocratie. C'est la démocratie et ces 4 institutions que sont l'éducation, la recherche, le journalisme et l'information et l'art et la culture. L'art et la culture. Voilà. Et le bien-être aussi. Les questions vont arriver. Merci de laisser Guillaume terminer, de conclure peut-être. Je suis très désolé, c'était ma conclusion. C'était ta conclusion. Merci.